Bonsoir à tous. Nous sommes déjà presque 140 personnes connectées sur ce sujet qui est d'une grande importance et tient au cœur en particulier des professionnels de musée. Je vous salue tous. Je salue en particulier Charles Personnaz, le directeur de l'Institut national du patrimoine, qui va intervenir dans un instant et avec qui nous organisons ces soirées débats en partenariat depuis maintenant presque 3 ans. C'est notre 9e soirée débat dite de déontologie, parce que nous y abordons des sujets qui tiennent au cœur des musées. Nous les abordons toujours sous l'angle de la déontologie, avec un format qui est toujours le même, 3 heures de temps en fin de journée pour ceux qui sont sur le fuseau horaire de Paris, à bien d'autres horaires pour ceux qui sont à l'étranger. Mais ceux qui ne peuvent pas nous suivre peuvent nous réécouter, puisque vous le savez, ces débats sont enregistrés, sont captés, ils sont mis en ligne extrêmement rapidement après nos soirées débats. Ils sont interprétés dans les 3 langues officielles de l'ICOM, j'en dirai peut-être un mot d'ailleurs tout à l'heure. Et puis enfin, vous en avez l'habitude aussi, nous les publions sous format papier dans notre collection. Je vous montrerai tout à l'heure le format de la collection. Donc, nous sommes ensemble pour un moment, mais c'est toujours un moment qui dure, puisqu'on peut se réécouter et qu'on poursuit toujours la discussion après les soirées en publiant. Merci encore une fois, Charles Personnaz, de cette soirée que nous faisons ensemble et que nous faisons vraiment ensemble. Nous préparons les choses ensemble et je vous laisse la parole peut-être pour un mot d'introduction. Je dirai un petit mot d'ICOM France après et ensuite le débat véritablement pourra commencer. À vous, cher Charles. Merci beaucoup, chère Juliette Raoul-Duval, de cette première présentation avant que vous repreniez la parole. Moi, je me réjouis évidemment d'introduire cette session à plusieurs titres. D'abord parce que je vois le petit chiffre en bas de l'écran qui grimpe et qui dit que d'abord ces soirées sont toujours un rendez-vous important, un rendez-vous suivi. Je pense que le thème de ce soir nous rassemble tout particulièrement parce que c'est un thème à la fois qui est au cœur des enjeux de la société, que ce soit en France comme à l'étranger, et que nous sommes tous confrontés à une réflexion sur ce sujet-là. Donc, je disais simplement que je vous remerciais, chère Juliette, de la manière dont nous travaillons ensemble pour préparer ces soirées. Les équipes de l'INP y trouvent un grand intérêt. Je voulais remercier aussi Anne-Claude Maurice qui fait un travail remarquable pour les organiser, et tout spécialement Hélène Vassal qui a fait le lien entre nos deux institutions et qui, je crois, assurera la conclusion des travaux ce soir. Je reviens un instant sur cette question du développement durable. Pour nous, elle était essentielle, évidemment, parce qu'il me semble que le patrimoine est au cœur de la question du développement durable, même si cela n'a pas toujours été présenté comme cela, tout simplement parce que la notion ne vient pas de notre sphère culturelle, elle vient de la sphère de l'écologie, mais on voit bien comment cette notion s'est enrichie, comment le sommet de la Terre à Rio l'avait nourri en y intégrant les dimensions sociales, les dimensions économiques, les dimensions évidemment sociétales et écologiques, et comment nous nous retrouvons finalement au cœur de ce dispositif. Je l'ai dit à plusieurs reprises, certains d'entre vous s'en souviennent, si l'Institut national du patrimoine devait avoir une devise, cette devise serait préserver et transmettre. Et je pense que cette devise même, préserver et transmettre, qui est un peu la nôtre, hein, celle qui nous est commune à tous les acteurs, pour tous les professionnels du patrimoine, eh bien, c'est par essence une devise qui s'applique au développement durable. On voit une correspondance immédiate entre les objectifs du développement durable et ceux de la protection et de la transmission du patrimoine. En France, peut-être plus que dans d'autres pays,
nous avons été confrontés à une dissociation du fait de l'histoire entre la protection du patrimoine naturel d'une part, la protection du patrimoine culturel d'autre part, avec deux régimes juridiques différents qui restent encore parallèles et qui peuvent expliquer parfois que cette question du développement durable ait pu sembler, au contraire de ce qu'elle est, comme étant un peu périphérique, comme étant un peu aux marges de notre domaine d'action, alors qu'elle est centrale. Je crois que ce temps est en train de se terminer, que nous allons vers une meilleure adéquation de ces différents régimes. Et je vois, à travers les coopérations internationales que nous menons, que partout, ces régimes se rapprochent et que la demande aujourd'hui de coopération en matière de patrimoine est globale, c'est-à-dire qu'elle ne touche plus seulement le patrimoine culturel au sens où nous l'entendions habituellement, mais elle touche une vision beaucoup plus large qui touche les aspects naturels, sociaux, etc., etc. Nous nous sommes inscrits dans cette action parce qu'un institut de formation ne peut pas rester en dehors des enjeux qui sont cruciaux dans notre société, et nous l'avons fait de différentes manières. Je crois que notre fonction même de préserver, de préparer ceux qui vont préserver le patrimoine est en soi une fonction de développement durable et de conservation durable. Quand vous préservez les métiers et que vous transmettez ce qui fait le métier de conservateur, le métier de restaurateur, les autres métiers du patrimoine, eh bien, vous faites partie déjà de cette démarche. Et donc, il était tout à fait naturel pour notre institution de nous inquiéter de cette question et de nous en préoccuper d'abord par un effort, je crois, de recherche et de réflexion. La question qui s'est posée pour nous s'est posée d'abord à travers différentes thématiques que pouvaient être patrimoine et risques, patrimoine et catastrophes naturelles, patrimoine et catastrophes climatiques, les plans de sauvegarde, comment agir dans un certain nombre de circonstances dues au réchauffement climatique et dues aux conditions que nous connaissons. Elle s'est ensuite portée sur la question de l'hyperfréquentation d'un certain nombre de nos sites et de leurs conséquences sur le patrimoine. Mais vous voyez, on était dans une approche, je dirais, un peu qu'on pourrait qualifier de négative d'une certaine manière, c'est-à-dire de le prendre simplement sous le régime des menaces que faisaient peser les dérèglements environnementaux que nous avions à affronter. C'est pour ça que nous avons changé un peu, je crois, de cap, avec un séminaire que nous développons cette année avec l'École du Louvre autour de patrimoine et développement durable, un enjeu de politique publique. C'est un séminaire extrêmement riche, extrêmement fourni, et je vous invite d'ailleurs à en suivre les sessions, et qui questionne cette articulation entre patrimoine et développement durable. Ce séminaire, je crois, nous fait réfléchir aux questions également d'éco-responsabilité et en rentrant dans le concret de nos pratiques, voilà, et nous fait faire ce chemin qui nous mène d'une réflexion assez large à des exemples extrêmement pratiques. Dans le domaine de la formation continue, nous proposons, que ce soit pour les restaurateurs ou pour les autres professionnels du patrimoine, un certain nombre de formations qui s'inscrivent dans ces objectifs de développement durable, qu'il s'agisse des formations que nous développons sur le paysage, qu'il s'agisse de celles que nous avons pour les restaurateurs sur l'utilisation de solvants qui soient le moins intrusifs possible, de techniques de restauration qui préservent le plus possible à la fois la santé des intervenants et les œuvres et l'environnement. Nous travaillons évidemment, Hélène Vassal en est la principale responsable, sur la question de l'éco-conception des expositions dans des programmes qui sont très demandés, très recherchés et qui nous invitent d'ailleurs à amplifier notre effort en matière de formation continue. Et je vous invite tous évidemment à ces formations. Tout ce travail rejaillit sur la formation initiale des conservateurs. J'ajoute que on n'en parle pas souvent, mais le fait même de former des conservateurs
pour le patrimoine scientifique, technique et naturel, dont on aimerait d'ailleurs que l'État s'en saisisse davantage pour ouvrir des postes pour la préservation de ses propres collections, eh bien, est en soi une réponse à ces questions. Je ne brosse pas dans le détail le panorama, mais c'était pour vous faire toucher du doigt combien cet élément central pour vous dans les musées l'est aussi pour l'Institut de formation au métier du patrimoine. Alors, je vous remercie, cher Charles Personnaz. Je remercie les orateurs qui sont là, évidemment, les membres de l'ICOM, mais je vous remercie de vos propos introductifs parce qu'ils placent le débat de ce soir dans l'esprit que nous avons voulu conjointement lui donner, tout à la fois prospectif et concret. Prospectif, car on va ensemble essayer de dessiner le musée que nous voulons pour demain, qui est un musée plus vertueux, évidemment, toujours plus conscient de la place qu'il occupe dans la société. Rappelons-le, on fête en ce moment les 75 ans de la création de l'ICOM, créée à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale pour convaincus, parce que les musées étaient convaincus, que s'unir entre eux pouvait œuvrer à une paix durable dans un monde qui sortait de tourmentes immenses. Ces fondateurs étaient convaincus que les musées le pouvaient, non parce que leurs professionnels seraient plus extraordinaires que les autres, mais parce que, vous l'avez rappelé Charles, c'est leur mission même, conserver les traces de l'histoire, de la nature, des arts, pour que la mémoire des hommes et la connaissance éclairent leur avenir. C'est aujourd'hui ce dont nous avons besoin, exactement. Ce monde est tourmenté, avec cette pandémie méchamment durable, on peut dire, et des catastrophes climatiques à répétition, plus personne ne doute de l'urgence d'agir. Les musées n'y sont pour rien, ou pratiquement pour rien en vérité, mais ils y peuvent quelque chose. Écoutez, ce message que j'aime d'un chercheur qui s'appelle Robert Jans, qui a publié assez récemment dans Museum Imperialus, dans une revue de l'ICOM. Il dit, si je lis sa façon de dire, je le cite, « Outre leur vision profonde du temps, les musées sont éminemment qualifiés pour aborder le changement climatique pour diverses raisons. Ils sont ancrés dans leur terrain, ils sont un pont entre la science et la culture, ils témoignent en rassemblant des preuves et des connaissances qu'ils ont la charge de faire connaître. Ils sont des conservatoires de pratiques durables qui ont guidé notre espèce pendant des millénaires. Ils sont compétents pour rendre l'apprentissage accessible, engageant et amusant. Et enfin, ils sont parmi les environnements de travail les plus libres et les plus créatifs au monde. J'aime cette citation parce qu'elle nous invite et qu'elle nous inspire. Et cher Charles, à l'Institut national du patrimoine, vous avez cette charge de l'apprentissage des professionnels pour préserver et transmettre, vous l'avez bien dit, dans ce tumulte saisissant. Et vous avez cette charge aujourd'hui de leur dire qu'il faudra changer un peu leur mode de travail quand ce sont des professionnels déjà un peu aguerris. Et pour ceux qui sont plus jeunes, peut-être changer la conception, l'idée qu'ils s'en faisaient. Avoir à durer nous surprend, mais ne nous prend pas de court, et j'en viens au concret. Concrètement, les musées le sont quand ils s'interrogent sur leur mode de fonctionnement, productiviste, disent certains, assurément de plus en plus compétitif pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, c'est des expositions et une offre culturelle tellement attractive depuis plusieurs décennies. Le pire, c'est sans doute que cette attractivité repose largement sur le contraire du durable, le turnover de projets et d'objets qui viennent quelquefois de plus en plus loin. On le sait depuis longtemps. Et nous ne sommes pas restés sans agir, nous les musées. Une journaliste tentait la semaine dernière de me faire dire que nous, les musées, étions un peu à la traîne, moins peut-être proactifs en matière d'écologie que le spectacle vivant. Je crois que non seulement nous sommes et voulons être des acteurs éco-responsables, mais que nous savons que la question du développement durable ne se résume pas, loin s'en faut, au climat et à l'écologie. C'est bien cela, je crois, l'enjeu du débat de ce soir. Parler du concret des musées aujourd'hui et parler du prospectif, de la vision profonde, comme dit James, du rôle de pont entre science et culture, de la charge qui nous incombe, de rendre l'apprentissage accessible et engageant. Le concret, c'est la tâche que nous nous sommes fixée depuis plusieurs mois à ICOM France. Enquêter, recueillir auprès de nos 5600 membres les exemples pratiques qu'ils expérimentent, les mettre en commun,
en tirer des enseignements, et ces enseignements en tirer des méthodologies, des guides, des chartes, puis les diffuser, et tout cela, vous le savez, de manière accessible à tous, car nous servons l'intérêt général et l'utilité publique. Concrètement, tous les professionnels ont accumulé ces derniers mois, ces dernières années, des savoir-faire éco-responsables sur les matériaux, sur le bâtiment, sur le transport. Ils veulent les échanger. Ils sont là ce soir pour vous parler de leur expérience, et vous, nos invités, vous êtes là aussi pour nous parler de votre expérience, et nous espérons bien que vous allez le faire dans le chat. Nos membres à ICOM nous demandent à nous, leur association représentative, d'être les orchestrateurs du partage de ces bonnes pratiques, et bien sûr, nous le sommes. C'est ce que nous faisons ce soir. Mais il manque au musée des outils fiables et banalisés de mesure carbone de l'activité, des règles peut-être clairement applicables, des normes actualisées, et cela, nous ne pouvons le faire, ce n'est pas notre rôle, et on se tournera pour ça vers notre invité du ministère de la Culture, chez Olivier, et on sait que sa tâche ne sera pas facile. C'est la voie du pragmatisme, c'est aussi celle de la conviction. Car si les musées savent bien qu'ils ont leur part à prendre de l'exemplarité, ils savent, je le redis, qu'ils ont une responsabilité considérable. Ils sont reconnus, et ça a été inscrit dans une déclaration à la suite d'un G20 des ministres de la Culture à Rome cet été. Ils sont reconnus comme parmi les institutions les plus crédibles. C'est pour ça que nous avons mis ce titre dans notre débat de ce soir. Ils sont dépositaires de la confiance de nos concitoyens. Le visiteur du musée, plus qu'ailleurs, il croit ce qu'il voit dans un musée, il croit ce qu'il y entend. Il vient pour un moment de plaisir, bien sûr, mais il vient surtout pour s'enquérir, pour acquérir des pans de savoir qu'il n'avait pas, pour en être surpris, pour en parler entre amis et en famille. La visite au musée ne s'arrête pas au musée. C'est là aussi notre responsabilité. Nous donnons à penser, nous éveillons la conscience de nos visiteurs. C'est peut-être cela qu'il faut saisir quand on s'exerce à définir la singularité de ce qu'apporte le musée par rapport à d'autres institutions. On peut rappeler que certes, on y prend du plaisir, mais ce n'est pas de la distraction. Ce mot qui, dans la langue française, suggère qu'on détourne l'attention. Le mot le plus juste, je fais une petite incise là-dessus, parce que nous sommes en train en ce moment de chercher quelle va être la meilleure définition du musée, la meilleure définition que nous allons voter dans notre assemblée générale. Et vous savez que nos définitions du musée par l'ICOM sont des actes importants parce qu'ils ont un important poids juridique. Le mot le plus juste, je crois, c'est le mot d'émotion. Ce sentiment qui est à l'opposé de la distraction, qui veut dire qu'au contraire, on est absolument tout à ce qu'on est. Pour nos amis non francophones, je pense que c'est difficile à traduire, mais je pense que nous devons parler de cette émotion et en parler ce soir. Je disais difficile à traduire, et je m'arrête un instant aussi sur cette question de la traduction, car l'enjeu du développement durable, il n'a pas de frontières, il s'impose à nous tous. Et pourtant, nous ne sommes vraiment pas égaux devant les risques, et nous ne voyons d'un point du monde à l'autre pas la même chose. Pourtant, il faut que nous parlions le même langage. Pourtant, il faut que nous parlions tous d'une même voix. C'est compliqué. Car pour penser profondément et construire des concepts un peu novateurs, on a besoin de sa propre langue, de la richesse de toutes ces expressions, ce qui ne se peut pas quand on n'a qu'une seule langue de communication. Parler chacun sa langue et parler tous le même langage, c'est cela que peut la traduction, et c'est pour cela que nous revendiquons avec de nombreux collègues son usage systématique, comme ici ce soir, justement pour pouvoir vous écouter, chers amis du bout du monde, qui vous connectez ce soir et qui allez nous donner, je l'espère, votre vision du musée comme acteur crédible pour construire une société durable. Et vous avez beaucoup à nous apprendre. Chaque collection a de quoi nourrir notre art de durer.
de traverser les temps, de surmonter l'adversité, d'inventer de nouvelles manières de vivre en société, de préserver la nature et d'alerter sur ce qui la menace. Nos musées renferment des témoignages de mémoire, de sciences, d'art, d'histoire. Chaque collection a de quoi sensibiliser ses visiteurs au développement durable, au sens noble du terme. On l'a vu, il y a à plusieurs occasions. On l'a vu avec l'exposition d'Orsay, dont on nous parlera ce soir un petit peu, sur les origines du monde, l'invention de la nature au 19e siècle, c'est pas d'aujourd'hui que cela date, ou celle de nos amis allemands à Karlsruhe, avec une exposition qui s'appelait Vital, ou demain, l'exposition musée, au musée des Beaux-Arts de Lille, on en entendra parler ce soir aussi, ou la présentation des injustices environnementales et des alternatives autochtones, dont nous parlera ce soir notre ami suisse, pour ne citer que quelques-unes de celles dont on parlera ce soir. Nous espérons que dans ce débat, vous serez nombreux à prendre la parole pour évoquer quels projets, quelles expositions, quels programmes culturels se préparent en ce moment dans vos établissements et que vous ouvrirez dans 3 ans, dans 4 ans, et qui seront notre entrée prospective de ce soir et qui seront la réalité de demain. Et j'espère aussi que dans cette soirée, certains rentreront demain dans leur musée en ayant la conviction qu'il faut sans tarder qu'ils rentrent poser la question à leurs collègues: comment pouvons-nous, dans notre musée, avec nos collections, quelles qu'elles soient, d'art, d'histoire, de sciences, parler du développement durable aux visiteurs, le sensibiliser, l'associer. J'en finis en disant que je crois très encourageant. C'est l'énergie qui habite la communauté professionnelle, en tout cas si je l'observe par le prisme du monde de l'ICOM. Tant de groupes de travail, tant de bénévoles, on est 50 000 dans le monde, et ça ne cesse de s'accroître depuis 3/4 de siècle. C'est une force que je ne peux qu'inviter nos décideurs et gouvernants de par le monde à respecter et à mobiliser. Car ICOM, vraiment, je le crois, est en pointe sur cette question du développement durable. J'en ai fini, je suis sûre que ce soir, nous en ferons la démonstration. Je vous remercie à tous d'être là. Je vais passer maintenant la parole à nos 2 modératrices qui ont accepté de préparer avec vous tous ce débat, d'orchestrer les débats entre nos différents orateurs. Hélène Vassal, qui a déjà été remerciée par Charles Personnaz, qui est dans le bureau de l'ICOM, la secrétaire générale, et qui va introduire le débat de ce soir et introduire ce soir chacun de nos orateurs, et Estelle Guildébut, qui est notre trésorière dans le sein du bureau de l'ICOM et qui travaille au ministère de la Culture et qui va relancer le débat après chaque intervention. Je suis sûre qu'elles vont nous faire un débat des plus riches et je les remercie d'avoir accepté cette tâche difficile. À vous la parole, chers collègues. Merci infiniment, Juliette, et merci à tous pour votre confiance. En effet, tu le disais, Juliette, la thématique de cette soirée nous oblige et permettra, nous l'espérons, d'éclairer pratique et vision durable du musée. Estelle Guy débute, comme tu le disais, et moi-même, nous assurerons la modération de cette soirée. Et comme nous vous le disions, vos questions dans le chat sont bienvenues. Alors, n'hésitez pas à interagir avec nos invités de ce soir. Enfin, avec Juliette, nous tenterons une conclusion collective en fin de soirée et j'espère que vous serez encore nombreux à nous suivre. Nous sommes déjà 270, ce qui est absolument magnifique. Nous aurons d'abord le plaisir d'écouter Henry McGee, qui est membre du groupe de travail sur le développement durable constitué au sein d'ICOM International. Henry est aujourd'hui conservateur, consultant indépendant, et il a notamment créé l'agence Curating Tomorrow. Nous allons donc l'écouter au travers d'une vidéo qu'il a pu enregistrer, n'étant pas présent malheureusement physiquement ce soir. Bonjour, je m'appelle Henry McGee, je suis
consultant dans le domaine des musées basé au Royaume-Uni et je fais partie du groupe de travail sur le développement durable. Je vais parler pour quelques dizaines de minutes sur le sujet des musées et du développement durable. Je vais parler notamment des objectifs de développement durable et je vais essayer de donner un peu de contexte parce qu'il y a pas mal de confusion à ce sujet. Quand je travaille, je rédige plusieurs guides qui sont disponibles gratuitement pour aider les musées à aller de l'avant avec le développement durable. Le guide en haut à gauche était écrit en 2019, juste avant la conférence ICOM. Il était très largement circulé. Il y a d'autres guides qui sont là, qui parlent de différents sujets de développement durable. Celui sur le sujet de mainstreaming cherche à se poser la question d'avoir des résultats les plus probants possibles. Ensuite, celui sur les droits humains se pose la question des musées et comment promouvoir les droits humains dans les sociétés. Si on se pose la question de la conférence de Kyoto en 2019, les membres d'ICOM ont adopté 2 résolutions concernant le développement durable, une première sur la durabilité et la mise en œuvre de l'agenda 2030 et une deuxième résolution dont notre collègue Karine Weil va nous parler. Dans cette première résolution, ils disent reconnaître que tous les musées ont un rôle à jouer pour façonner et créer un avenir durable via nos différents programmes, partenariats et opérations. Nous conseillons à ICOM et à ses membres d'utiliser les objectifs de développement durable, les ODD, comme des objectifs permettant de conduire les actions de développement durable. Et j'ai utilisé 2 photos pour expliquer pourquoi nous avons besoin de ces ODD. La photo à droite montre la conférence de Kyoto quand nous avons présenté notre travail sur les ODD. Ensuite, à gauche, on a une photo de l'adoption du protocole de Kyoto en 1992, beaucoup d'années auparavant. Et on voit ici le problème. Pour quelle que soit la raison, il n'y a pas eu suffisamment d'action. C'est peut-être de la faute des gouvernements. Et on peut également se poser la question de savoir si le secteur des musées savait quoi faire ou si le secteur a suffisamment mis en place d'actions en faveur du développement durable. On est donc à poser la question de la signification de ces mots, ces mots qui sont parfois galvaudés de durabilité, durable. On les utilise tellement qu'ils perdent parfois le sens. Les gens se posent la question, est-ce que cette action est durable? Est-ce qu'elle est plus durable qu'une autre action? Dans le passé, quand on parlait de quelque chose qui était durable, on parlait de réduire les nuisances, réduire les dégâts, empêcher que les choses tournent mal. Mais moi, je préfère parler de développement durable. C'est une autre approche. On parle d'action, on parle d'activité qui cherche à atteindre un meilleur équilibre entre les préoccupations de l'humanité, de la planète et de la prospérité. Il y avait un ancien paradigme qui cherchait à empêcher que les choses tournent mal. Et le nouveau paradigme parle de la possibilité de faire en sorte que les choses se passent bien. La durabilité, le développement durable, la durabilité est l'objectif final, mais le développement durable est peut-être l'activité qui nous aide à y arriver. On peut peut-être donc se poser la question de savoir comment le développement durable s'adapte au fonctionnement des musées. Réfléchissez par le passé à la croissance des économies, des immeubles, des publics et des expositions. On cherchait à agrandir les choses de manière quantitative, mais cela ne peut pas être pérenne ni durable. Mais quand on parle du développement durable qui prend en compte l'humanité, la planète et la prospérité, on parle de faire les choses
mieux, de manière qualitative. La dernière initiative en date en faveur du développement durable s'appelle l'agenda 2030. Cette initiative fait suite aux objectifs du millénaire pour le développement et d'autres initiatives qui l'ont précédé. Cet agenda a été développé entre 2012 et 2015 avec beaucoup de consultations dans la société. Cela est très important parce que cet agenda a reçu un mandat de la part de la société. Ce n'est pas simplement les gouvernements qui disent qu'ils ont envie de réaliser un certain objectif ou les musées, mais c'est la société qui le dit. Cet agenda a été adopté en 2015 par les différents gouvernements et il y a donc un programme d'action qui doit se mettre en place entre 2015 et 2030 pour que le monde puisse suivre un chemin vers un avenir plus durable. J'ai deux images que je vous montre ici. L'image qui est à droite donne les 17 objectifs de développement durable, mais cela ne représente qu'une partie de ce qui doit se passer. Ça fait partie d'un cadre plus large. Il y a un document qui s'appelle « Transformer notre monde », un document qui est très important. Il est disponible en ligne. Les objectifs ne font pas sens si on ne fait pas référence à ce guide de « Transformer notre monde ». Je vous incite à aller vous renseigner là-dessus. L'agenda va beaucoup plus loin que les objectifs. Il y a une déclaration, une description du monde d'aujourd'hui. Le document pose une vision d'un meilleur monde. On parle donc ensuite des objectifs et des buts et les moyens de mise en œuvre. Le document parle du suivi et de la surveillance de ces objectifs. Et ensuite, il y a un appel à l'action pour transformer le monde. Et cette partie-là du document est également excellente. Et en ligne avec le sujet de votre conférence, comment est-ce que les musées peuvent devenir plus crédibles? Tout d'abord, je pense qu'il est important que vous puissiez vous familiariser avec ce document, Transformer notre monde. Vous pouvez également vous poser la question de savoir comment vous pouvez contribuer à ces objectifs. Je parle donc de cet agenda 2030 et les 17 ODD. Parfois, ça représente trop d'éléments à se rappeler. Il y a une manière très facile à résumer les objectifs de l'agenda 2030. On parle de 5 mots qui sont en P. Il y a une petite interruption. On parle des 5 piliers de développement durable, la planète, l'humanité, people en anglais, la prospérité, mais il y a également la paix et les partenariats. Il ne pourrait pas y avoir de développement durable sans la paix et les partenariats sont le moyen d'atteindre ces objectifs. L'humanité. Nous sommes déterminés à éliminer la pauvreté et la faim sous toutes leurs formes et dans toutes leurs dimensions et faire en sorte que tous les êtres humains puissent réaliser leur potentiel dans des conditions de dignité et d'égalité dans un environnement sain. La planète. Nous sommes déterminés à lutter contre la dégradation de la planète. La prospérité. Nous sommes déterminés à faire en sorte que tous les êtres humains aient une vie prospère et épanouissante et que le progrès économique, social et technologique se fasse en harmonie avec la nature. La paix. Nous sommes déterminés à favoriser l'avènement de sociétés pacifiques, justes et inclusives, libérées de la peur et de la violence. En effet, il ne peut y avoir de développement durable sans paix ni paix sans développement durable. Les partenariats. Nous sommes déterminés à mobiliser un partenariat mondial revitalisé pour le développement durable où l'accent sera mis sur les besoins des plus démunis, des plus vulnérables auxquels participeront tous les pays, toutes les parties prenantes et tous les peuples. J'attire l'attention. Il y a trop d'interruptions. On n'arrive pas à entendre l'intervenant, malheureusement. Pour être crédible, les musées doivent s'engager en faveur de ces objectifs. Je m'excuse, il y a trop de perturbations pour pouvoir entendre les paroles de l'intervenant. On entend
On n'entend pas bien l'intervenant malheureusement. On cherche donc à créer un monde meilleur. Comme je l'ai dit, je rédige plusieurs guides et dans ce guide sur les musées et les objectifs de développement durable, je me suis dit, il y a 17 objectifs. Quelles sont les activités des musées et comment peuvent-elles contribuer aux objectifs de développement durable? Et j'ai identifié 7 activités clés sur le fait de collecter et de préserver les patrimoines culturels et naturels. Les musées promeuvent également l'éducation des personnes en faveur des ODD. Les musées promeuvent également la participation à la vie culturelle, c'est un droit humain fondamental. Ensuite, les musées soutiennent un tourisme responsable ou durable, pour éviter les émissions de développement durable. Les musées soutiennent des recherches qui permettent de réaliser les ODD, la manière dont leurs décisions contribuent à réaliser un avenir meilleur, et ensuite le développement de partenariats externes permettant de œuvrer en faveur de ce monde meilleur. Pour résumer, donc, une contribution à l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable permet aux musées de remplir leurs responsabilités envers la société. On est sûr que les personnes puissent exercer leurs droits humains fondamentaux via les musées, participer à la vie de la société. Les musées contribuent à un avenir meilleur et dans cet avenir meilleur, les musées sont appelés à s'épanouir. Cette contribution à l'agenda permet de construire des partenariats et avoir de meilleurs résultats. Cette contribution permet aux musées de démontrer leur pertinence et leur impact, et je pense tout simplement que c'est la bonne chose à faire. Si on peut réfléchir aux différentes opportunités d'ICOM France, ICOM France peut aider à créer des partenariats avec les différents pays francophones du monde et assurer que les voix de ces différents pays sont entendues dans les débats et les discussions internationales sur les musées. Et on peut également chercher à réduire les inégalités entre le nord et le sud de la planète. Nous avons besoin d'une plus forte ambition et beaucoup plus d'action dans le nord pour que le sud ne subit pas les conséquences du changement climatique. Je vous souhaite à tous une bonne conférence et merci de votre attention. Nous allons accueillir maintenant Karine Weil. Karine est anthropologue et muséologue. Elle est avec nous ce soir et je l'en remercie infiniment. Elle est actuellement responsable du patrimoine au Centre de recherche sur les zones humides de Rio Cruces de l'Universidad Austral de Chile. Elle est également membre du groupe de travail ICOM International sur les questions de développement durable et elle pourra, nous l'espérons, compléter le propos d'Henri et notamment, j'aimerais qu'elle développe ce qu'elle appelle sa vision d'une, je la cite, muséologie soutenable. Bienvenue Karine et je te donne la parole avec grand plaisir. Merci, muchas gracias. Merci beaucoup. On n'entend plus. Il faudrait ouvrir le micro, on n'entend plus. Ahí sí. Ok. Ahora sí? Sí, ahora. Ok, vous m'entendez? C'est parfait. Excusez-moi. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère pouvoir partager donc avec vous, mais également si vous avez des questions ou partage d'informations. Je suis vraiment disponible et ce sera un grand plaisir au nom du groupe des ICOM Chili, comme LAC et toutes ces expériences où j'ai eu l'occasion de travailler. Donc maintenant, donc s'il vous plaît, la prochaine diapo, s'il vous plaît.
En 2015, on a adopté les résolutions des développements durables et ce sont les résultats pour arriver à une meilleure équilibre entre les personnes, la planète et la prospérité. Et c'est donc important de ne pas oublier à chaque fois qu'on travaille sur une proposition, ne pas parler uniquement des 17 buts, objectifs, mais aussi penser d'où ils viennent, c'est-à-dire c'est la base du droit au développement équitable et de façon juste pour tous les habitants de tous les écosystèmes. Donc, c'est dans ce cadre et pour contribuer de façon constructive sur les débats des développements durables et ICOM a créé un groupe de travail en 2018 et son mission principale était d'aider à l'ICOM à déterminer comment intégrer la durabilité dans les ICOM en tant qu'institution et ainsi que dans ses membres et ses institutions associées dans le développement des musées dans le monde. N'oublions pas que ICOM aujourd'hui est une institution qui a plus de 55 000 membres dans le monde. Elle est représentée par plus de 130 pays. Nous avons aussi la possibilité de travailler avec des institutions et des comités nationaux, mais également avec beaucoup de comités qui sont régionaux. Donc, on voit la réalité de chacun au niveau régional et territorial. La suivante diapo, s'il vous plaît. Pendant la conférence générale d'ICOM, comme on l'a dit à Henri, en 2019, il y a eu 5 résolutions qui ont été approuvées dans l'Assemblée et 3 de celles-ci ont été associées directement à l'engagement des musées sur la durabilité et les objectifs associés au développement durable. La première résolution dont elle a parlé Henri et qui a été associée au groupe de durabilité d'ICOM. Et ensuite, la troisième résolution, la numéro 3, sur l'engagement des concepts de musées comme des axes culturels. Et la cinquième, c'est-à-dire la résolution 5, c'est celle qui a été définie à partir d'une expérience de travail entre 2 régions dans le cadre d'un projet de collaboration entre les pays de la communauté européenne et la région de l'Amérique latine et le Caraïbe. Et cela parle surtout sur les musées, communautés et durabilité. Cette résolution, s'il vous plaît, la prochaine diapo. Encore. Donc, cette résolution parle surtout de voir les musées comme des espaces, non seulement comme des bâtiments traditionnels des collections et pratiques d'exposition, mais également on parle de la valeur qu'il peut avoir pour le développement environnemental, social, économique et basé surtout sur les différentes déclarations qui viennent à partir des années 60 sur la définition des musées, en Santiago de Chili en 1972, où est défini le concept de musée intégral, où on parle d'un musée qui répond à aux nécessités locales et territoriales et surtout d'une communauté. Dans ce cadre-là, donc la résolution numéro 5, la prochaine diapo s'il vous plaît, propose une reconnaissance encore plus grande des organisations dirigées par les communautés, même si, quoique si aujourd'hui elles ne correspondent pas aux définitions des musées données par ICOM, et bon, comme nous le savons, nous travaillons dessus, sur une nouvelle définition. Et donc, ces institutions promeuvent l'objectif de sauvegarder, avoir un accès à un patrimoine culturel, matériel et immatériel, avec son développement durable, avec un développement territorial et des communautés et social, bien sûr. Donc, c'est surtout un sujet de justice sociale. Ensuite, il faut voir les références locales pour avoir une idée géopolitique de la conception du musée, surtout par rapport aux ressources des musées basées
communautaires ou locaux. Reconnaître la valeur des musées de base communautaire pour la promotion des musées et de l'UNESCO, de l'ICOM, donc des valeurs des droits de l'homme, des paix et surtout les contextes des communautés autochtones devant les défis qui forment la migration, les défis de la migration. Le prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, promouvoir le travail en collaboration, comme nous l'avons déjà dit au début, le travail en association, en partenariat avec les musées, les institutions, avec et entre les institutions, les régions, et augmenter la capacité des musées régionaux et des écomusées dans son travail de transmission, de transition et un développement territorial et la protection et amélioration des paysages culturels. Et pour finir, renforcer et faciliter les comités nationaux et internationaux de l'ICOM ainsi que les partenariats et associations qui soient médiateurs pour mieux comprendre la culture au niveau communautaire et entre régions pour atteindre les objectifs mentionnés déjà et surtout ceux sur la diversité, l'intégration et la cohésion sociale. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, ici, peut-être, on peut parler de façon un peu plus proche d'où je suis, plutôt dans le Chili, dans le sud. Comme on peut voir les défis dans la région de l'Amérique du Sud, latine et Caraïbes, quels sont ces défis? Les défis socio-écologiques des territoires proposent un contexte historique et social qui ne répond pas forcément aux mêmes objectifs d'autres régions du monde. Les causes du changement climatique viennent de l'activité humaine sur une pensée anthropocentrique qui établit une pensée dichotomique entre l'humain et la nature. Ce système a été celui qui a fomenté les processus de travail entre l'Amérique du Sud et les Caraïbes et qui a fait qu'il y ait des États différents, des inégalitaires, où il y a moins des opportunités devant le travail. Il y a une inégalité dans ces territoires renforcée par le changement climatique et le manque d'eau dans ces régions. C'est-à-dire, la prochaine diapo, s'il vous plaît. La pratique muséologique depuis la région de l'Amérique du Sud et des Caraïbes cherche des espaces pour faire face à ces défis, ces territoires et orienter les valeurs proposées dans l'agenda 2030 en faisant surtout mettre en valeur ces territoires, c'est-à-dire on parle également des droits des êtres humains, l'inclusion, l'immigration, etc. Les prochaines diapos, s'il vous plaît. Prochaine diapo. Comment on peut associer ces défis aux pratiques muséologiques? Donc, on prend la déclaration de Lisbonne en 2020, le 1er août, après des années d'engagement, ignoré souvent par la muséologie dominante. On reconnaît la mission du musée au niveau social et politique. Quand on parle surtout de la muséologie, prochaine diapo, s'il vous plaît, la muséologie durable est celle qui travaille de la mémoire, la résistance, l'égalité des genres, l'accessibilité et le besoin de parler des uns des autres. La durabilité est une condition qui aide les fonctions de l'institution et aide à bien vivre et les communautés dans lesquelles ils se trouvent. Donc, on a beaucoup d'exercices et des cas où on pourra parler des expériences comme ça en Amérique du Sud et aux Caraïbes avec des musées, avec des bases communautaires, avec des musées
qui parle de transgression des droits de l'homme, aux demandes des peuples autochtones, à la restitution de beaucoup de collections qui sont sorties de nos territoires. Ce sont des exercices pratiques où la muséologie durable peut se mettre en pratique dans nos territoires. Merci beaucoup. Merci infiniment, Karine. Je vois que Estelle a lancé le panel de questions et vous demandez si ces contributions vous inspiraient, et notamment par les résolutions qu'elle propose et la trajectoire qu'elles annoncent. Est-ce que certains souhaitent déjà réagir à ces deux premières interventions? Alors, nous allons poursuivre avec la présentation de Aude. Merci infiniment, Karine. Je pense qu'on aura l'occasion au fil du débat de revenir sur votre très belle intervention. Merci beaucoup. Aude Porceda est docteur en sciences de l'environnement et muséologue au Québec. Et Aude a notamment publié en 2011 à la documentation française avec Serge Chaumier, que nous saluons ici aussi, le premier ouvrage consacré au développement durable dans les musées en France. Sa contribution nous est donc tout à fait précieuse pour prolonger celle de Karine et la notion du musée intégral telle qu'elle l'a exprimée et insister tout particulièrement, je vous cite Aude, sur le caractère méta-référentiel du développement durable comme permettant à chacun d'inventer le musée de demain, celui où, nous l'avons compris, il fait bon vivre, comme nous le rappelait Karine. Merci beaucoup, Hélène, et puis merci, Madame Duval, pour votre invitation. En fait, je commencerai, c'est intéressant la présentation juste avant, parce que quand j'ai fait ma thèse sur le musée et le développement durable, qui est d'ailleurs paru, mais à l'Harmattan, avant cet ouvrage avec Serge, je devais prouver à mes professeurs comment en fait les musées peuvent s'intéresser au développement durable, et j'étais partie de l'éco-développement et des écomusées. J'avais refait l'histoire du développement durable et puis j'ai comparé à l'histoire des musées, et ça a démarré dans les années 70 avec les écomusées et le concept d'éco-développement qui est le premier concept de développement durable. Puis après, j'ai retracé toute l'histoire. Donc, c'est très intéressant la présentation d'avant parce qu'elle pose les fondements même d'une vision du développement durable qui est vraiment centrée sur les communautés, sur le territoire, ce dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Mais pour répondre à la question comment les musées se sont-ils intéressés au développement durable, si on remonte dans les années 60 et 90, puis vous connaissez toute cette histoire où on a pris conscience des inégalités, des injustices, des risques, d'une vision du monde qui était vraiment centrée sur la croissance continue, sur l'exploitation infinie des ressources, sur l'uniformisation culturelle, mais aussi sur le fait que la science n'était plus crédible. Et on remarque à l'époque qu'il y avait une controverse très forte avec l'agenda, le rapport Brundtland, qui est soulevé en fait sur les porteurs économiques et environnementaux qui défendent une vision du monde complètement opposée. Puis M. Perzonaz en parlait au début sur justement l'arrivée de la question du développement durable qui est arrivée par le monde de l'environnement. Et donc on voit les actions environnementales qui sont mises de plus en plus en valeur dans les organisations, mais en même temps on le voit dans le monde des musées, cette controverse est surtout présente dans les expositions, dans le discours, mais elle n'est pas présente en fait dans l'organisation même. On en parle dans les livres d'école, on en parle dans les émissions de télévision, etc. Et parallèlement justement à l'éco-développement, par rapport aussi à l'arrivée du rapport Brundtland, au sommet de Rio dans les années 92, le monde culturel est déjà en train de se positionner. Et il y a le rapport Pérez de Cuellar de 1996, et allez vous y référer, c'est une bible. Il présente finalement, ça s'appelle notre diversité créatrice, et il propose la nouvelle éthique universelle. Il parle d'un engagement en faveur du pluralisme, de la créativité en pleine participation, les défis d'un monde médiatique
démocratiser, les femmes et la culture, les enfants et les jeunes, l'environnement et la culture, et enfin comment repenser les politiques culturelles et quels sont nos besoins en matière de recherche. Ce document de 67 pages résumé, il vous donne en fait quelque part les bases pour penser le développement durable aujourd'hui. Après, ce qui s'est passé aussi qui est important pour le monde muséal, parce que là, j'ai remarqué qu'on parle beaucoup des événements récents, mais sachez qu'en 1998, il y a le sommet des musées d'Amérique à San José, au Costa Rica, où il y a un pamphlet en fait qui ressort de ce projet, où étaient présents des personnes comme Amar Gala, qui ont beaucoup écrit sur le développement durable, Doug Wirtz aussi, bien sûr, il y a Joanne Landry et Annette Viel pour les Québécoises, et c'était Musée écologie culturelle en français et Museum and Sustainable Communities en anglais. Et en fait, dans ce sommet-là de 1998, vous voyez que ça date pas d'aujourd'hui en fait, il y a un processus, l'idée c'était que le développement durable permettait d'améliorer la qualité de vie présente, future et de favoriser un équilibre entre l'environnement, la croissance économique, l'équité sociale et la diversité culturelle. Donc l'idée c'était vraiment de renforcer les réseaux et l'implication des parties prenantes à l'échelle des territoires. Déjà, vous voyez, depuis un petit bout, on entend parler de ça. Aussi, je veux revenir là-dessus parce que c'est important. Quand j'ai démarré ma thèse, dans les années 2000, il n'y avait pas de musée vraiment qui était positionné. C'était soit dans les discours. Il y avait quand même Eden Project, la biosphère, les muséums ce que j'ai étudié à Montréal, les espaces pour la vie aujourd'hui. Mais il y avait surtout le musée du Quai Branly, qui était le premier musée, à ma connaissance, qui avait écrit un plan d'action sur les développements durables dans les années 2000. Il n'y avait pas encore de ministère de la Culture et du Développement, enfin du ministère du Développement durable à l'époque, ils sont arrivés qu'en 2002. Je crois que le musée du Quai Branly est arrivé un peu après. Mais c'est pour vous dire que cette naissance du développement durable dans les musées, elle était aussi présente dans les questionnements des conservateurs, de la conservation préventive. Puis après, on a vu les choses se faire au fur et à mesure, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, les choses se sont un peu plus développées. On a vu des architectures certes grandioses, mais qui voulaient être lead. On a vu aussi, bien sûr, le débordement des collections, mais en même temps, la volonté de repenser les politiques de conservation. On a eu plein d'événements de tout acabit, mais il y avait aussi le souci qu'ils deviennent éco-responsables, etc. Puis aussi le musée qui se présente hors, dans les murs, etc. Et puis l'intérêt pour le visiteur. Donc on voit l'émergence de tout ça. Mais ce qui a fait basculer, à mon avis, les choses, c'est la notion de responsabilité sociale des entreprises et des organisations. Quand le musée a compris qu'il n'était pas juste un diffuseur de savoir, donc un lieu crédible, parce qu'il détient des collections, des experts, etc., mais qu'il était une entreprise et une organisation comme les autres. Et là, toute l'approche de la responsabilité sociale des organisations a permis de donner des outils au monde muséal, pour ceux qui l'ont saisi, parce que ce n'est pas le cas de tous les musées, un outil de mise en œuvre. Et on s'est rendu compte que finalement, la gouvernance, c'était l'affaire de tous. Mais le problème, c'est que ce changement de gouvernance qu'apporte le développement durable dans les musées, dans l'administration publique et plus largement dans les sociétés plus occidentales, on arrive que les nouveaux experts, en fait, ce sont les gestionnaires, mais c'est aussi le rôle important de la société civile pour repenser le musée, son expérience, etc. Il y a un autre mouvement qui est en train de s'imposer, c'est le mouvement du care, de la bienveillance, le caring museum, le souci de l'autre et l'inclusion. Vous me direz, c'est pas du développement durable, c'est pas vrai du tout en fait, et on l'a vu avec la présentation sur les écomusées. Il y a un vrai souci en fait de penser le musée comme quelque chose de bienveillant, qui va accueillir, prendre soin des visiteurs et s'adapter à leur capacité. Si je vous dis ça, c'est parce que après mon doctorat, j'ai été embauchée au Jardin des Plantes, au Muséum d'histoire naturelle de Paris, pour aider, accompagner, sous la direction de Vincent Graffin, qui à l'époque dirigeait le développement durable. Et je me pensais qu'en étant au muséum, parce qu'on est un lieu où on est sensible à la nature, la mise en œuvre serait aisée, puis ça a été complexe. Et après, je suis arrivée au musée de la civilisation de Québec, où quand on regarde le projet culturel, c'est l'humain au centre de tout, en fait. Et ben là, j'ai aucun problème à implanter le développement durable. Et en plus, on avait l'aide du gouvernement. Et donc, c'était intéressant de voir que l'endroit où c'était centré sur l'humain avait plus de soucis du bien-être des autres et de la nature que dans un endroit finalement où l'objet même du développement durable, protection de l'environnement, était le cœur. Donc c'est aussi pour vous dire que c'est pas parce que la mission est là que la mise en œuvre est facile.
Et donc, il y a une petite controverse. En fait, après, ça me permet de voir avec vous une autre question, c'est qu'est-ce qui fait que la mise en œuvre du développement durable est si complexe? D'après ce que j'ai observé à la fois dans ma thèse, puis après comme professionnelle dans les musées, puis maintenant je suis professeure à l'université, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs éléments qui sont inhérents au musée, mais aussi inhérents à d'autres changements dans les organisations et aussi dans les sociétés, c'est qu'il y a une évolution de l'action politique avec l'arrivée de la nouvelle gouvernance qui a été implantée avec tous les autres mouvements qui ont suivi ceux du développement durable ou qui sont inscrits dans le développement durable. C'est qu'aujourd'hui, appliquer une norme du développement durable, une norme de l'éco-responsabilité, une norme de l'accessibilité universelle, ça ne marche pas, ce n'est pas suffisant. Consulter des experts, ce n'est pas suffisant non plus. Et on s'est rendu compte que l'action publique aujourd'hui, qu'elle soit au niveau sociétal ou organisationnel, doit aussi intégrer les acteurs, la responsabilisation des acteurs. Donc, on ne peut plus agir maintenant en tant qu'organisation juste en décrétant des normes ou en valorisant l'avis d'experts, on doit aussi tenir compte des parties prenantes. Donc la participation soit citoyenne ou même d'autres parties prenantes est importante, mais le problème c'est que dans le monde muséal, elle peut aussi être vue comme une nuisance à l'expertise et à la crédibilité muséale. Donc, il y a cet enjeu-là aussi qui est important et qui fait que la mise en œuvre du développement durable est difficile. C'est parce que qui sont finalement les experts? Est-ce que ce sont les conservateurs, les gestionnaires de projets, les médiateurs? Est-ce que ce sont les citoyens? Est-ce que ce sont les fournisseurs? Et qui sont les acteurs? Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est que l'organisation muséale, en fait, c'était hyper complexe. Gérer le changement à l'intérieur, c'était très compliqué parce qu'en fait, un musée, c'est plein de monde qui s'affrontent. Le monde de la conservation, le monde de l'éducation, le monde de la recherche quand il y a de la recherche, le monde de l'administration, qui détient d'ailleurs actuellement les pouvoirs sans être péjoratif dans le terme de pouvoir, dans mon monde, le pouvoir, c'est la capacité d'amener quelqu'un à faire quelque chose ou alors de l'empêcher de faire quelque chose. Donc la gestion du changement dans un musée est très complexe et tout le monde n'est pas forcément conscient de la complexité des mondes parce que pendant longtemps, il y a eu les conservateurs ont mené les musées, mais dans d'autres musées, ce n'est pas tout à fait le cas. Au musée de la Civilisation, on a les gestionnaires de projets, où on a des scientifiques. Donc, en fonction de qui regarde le musée, à l'intérieur du musée, justement, on va avoir des complexités à faire des changements. Et une autre chose aussi que j'ai remarqué qui était complexe, c'est quand on essayait de porter le développement durable dans les organisations, la transversalité est très compliquée. Parce que souvent, on va mettre un responsable développement durable et il va avoir un rôle très transversal parce qu'il devra agir avec l'ensemble des acteurs. Mais comme toute politique transversale, on ne peut pas être contre la vertu. On ne peut pas être contre l'accessibilité universelle, contre les conditions féminines, contre la diversité culturelle, contre le développement durable. Donc, on va afficher politiquement qu'on est d'accord, mais dans l'action, quand on va rentrer dans la fonctionnalité du musée, du day-to-day, on va oublier ça. Parce qu'on va dire qu'on va le faire, mais en fait, on ne fait que l'afficher et on ne va pas le faire. Ça, c'était un des constats majeurs dans mon doctorat, c'est que les valeurs en usage et les valeurs affichées sont en décalage complet. Par exemple, un directeur général, je me rappelle, des employés avaient dit « Oui, il est pour le développement durable, c'est un environnementaliste, mais quand même, il vient travailler avec un gros 4x4 qui pollue. » Donc, il y a toujours cette contradiction, mais en même temps, un gestionnaire qui vient en gros 4x4 qui pollue, c'est aussi montrer, pour lui, c'est un gros 4x4, une grosse voiture valorisante, qui montre aussi le pouvoir. Donc, il y a des symboles du pouvoir qui aussi sont en train de changer. On rigolait l'autre jour avec Lucie et puis Elsa, en disant que quand j'étais arrivée au Jardin des Plantes, j'avais un collègue qui mettait des post-it pour demander à tout le monde d'éteindre les lumières. Et tout le monde se moquait de lui. Aujourd'hui, on demande d'avoir des documents, enfin des poinçons pour dire arrêtez de consommer, etc. Et c'est pas mal vu. Il y a un changement des valeurs qui s'est effectué depuis 2000. Un autre aspect, puis je vais essayer de ne pas trop perdre de temps, j'essaie de vous partager à la fois mon expérience et en même temps ma réflexion, et puis vous montrer que ce n'est pas si simple d'œuvrer le développement durable. La mise en œuvre du développement durable, faire attention qu'elle ne soit pas faite par les technocrates. Au musée de la Civilisation, ça a été génial parce qu'on était accompagné par le gouvernement du Québec, donc on avait des outils, des processus, tout ça qui nous permettait d'implanter les choses, mais à la longue, en fait, je me suis fini par me retrouver toute seule avec mon plan
stratégique et mon plan de développement durable parce que c'était devenu tellement normatif, tellement institutionnalisé que finalement, j'en avais perdu les équipes qui étaient hyper mobilisées au début. Donc, attention à l'institutionnalisation, à la technocratisation du développement durable. Oui, l'éco-responsabilité est une pratique a priori facile à institutionnaliser, mais ce n'est pas la seule chose. Quand il fallait que je justifie auprès du gouvernement ce qu'on faisait au Musée de la Civilisation, j'allais chercher ce qu'on faisait auprès des gens d'autres cultures, ce que faisaient les gens de la médiation, ce que faisaient nos gens du technicien. J'allais voir tous les services et j'essayais de voir qu'est-ce qu'ils faisaient et qui pouvaient s'inscrire dans le développement durable. Donc, c'est important de respecter cette diversité. De penser aussi que le développement durable est la solution qui va résoudre tous les problèmes. C'était souvent ce que j'entendais dans le discours. C'est pour ça que je parle de méta-référentiel. Certains se saisissaient du concept pour faire passer d'autres messages. Mais ce qui est important, c'est de s'assurer que si vous mettez le développement durable en place, c'est de ne pas régler un problème sans avoir identifié les symptômes. Ce que je veux dire, c'est par exemple, vous le voyez très bien, la différence entre un rhume et la Covid. On va avoir a priori les mêmes symptômes pendant un moment, mais le médicament ne sera pas le même. Donc, très important de réfléchir à l'échelle du symptôme et pas du problème quand vous allez implanter le développement durable pour justement limiter la résistance au changement. Enfin, il y a encore 2 choses, puis après je passerai à ma dernière diapositive. Une visio trop englobante. A priori, le développement durable a une proposition floue. Tout le monde fait du développement durable, etc. Mais en fait, la question qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce qui change vraiment? Parce que moi, je n'ai pas vu tant de changements que ça. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient sur le terrain, beaucoup plus qu'on ne le pensait, et qui en fait n'attendaient juste qu'à être valorisées. Donc, quand on veut essayer de repenser le musée avec le développement durable, je ne sais pas jusqu'à quel point il faut révolutionner les choses, jusqu'où on veut aller. Je vous donne cet exemple parce qu'il y a deux cas. Je me rappelle au Jardin Plantes, ils étaient très contents de dire qu'ils n'avaient pas utilisé de pesticides et qu'ils maîtrisaient encore les outils traditionnels les pratiques traditionnelles pour protéger les plantes et les protéger en fait. Et donc, ils n'étaient pas tombés dans le virage des pesticides. Donc, le changement, la lenteur parfois, ou même l'immobilisme, c'est aussi une bonne attitude. Donc, attention à ça. Le poids du passé, en fait, ne pas bouger peut permettre quand même de rester innovant. Parfois, ça peut être lourd aussi. Donc, des fois, la technologie, l'avancement du bien-être, etc., par exemple, c'est une chose qui est bien. Donc, je vous disais que le changement de valeur, avant, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question, on parlait de développement durable, on était perçu comme un gendarme militant et aujourd'hui plus comme un acteur de changement responsable. Donc, pourquoi maintenant demain? Pourquoi aujourd'hui? Moi, ça fait plus de 20 ans que je regarde cette question-là et puis je me dis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que tout d'un coup, l'ICOM, l'international, que la recherche depuis plus d'une dizaine d'années est en effervescence? Parce que je crois que ce qui a créé, il y a plusieurs socles, pas juste avec la pandémie, mais avec les différents changements de société qui sont en cours, se sont effondrés. Et l'être humain ne change que s'il a intérêt de changer, que si le mode d'avant ne fonctionnait pas. Je vais utiliser une métaphore qui est un peu délicate, mais ne la prenez pas négativement, mais c'est Pascal Pic qui l'a utilisé dans une conférence radiophonique qu'il a fait à Radio-Canada, où il expliquait, c'est un paléoanthropologue que vous devez connaître, qui expliquait qu'en fait, un singe lâche une branche s'il peut en attraper une autre. Et donc, c'est ça le changement. Donc, plusieurs socles qui s'effondrent, l'universalisme occidental qui n'est pas partagé, l'anthropocène, bien sûr la pandémie, la culture woke, la décolonisation, l'économie circulaire, les MeToo, les Black Lives Matter, le mode du slow, tout ça, ce sont des événements qui se sont enchaînés et qui ont montré que l'écart entre les valeurs justement qui étaient en usage jusque-là ne sont trop décalés avec les valeurs qui sont affichées et donc on ne peut plus fonctionner comme ça. On a tous ces mouvements sociaux qui se sont bousculés et qui ont bousculé notre ordre social établi. Mais surtout, ce qui a été le plus étonnant dans l'évolution de tous ces changements-là, c'est qu'ils se sont très vite institutionnalisés. Quand il y a eu MeToo, très vite, il y a eu des réactions, mais pas de l'ordre juste du mouvement social, pas juste du mouvement associatif. Il y a eu une incorporation, une institutionnalisation des mouvements dans nos organisations. Donc, oui, la pandémie a permis de revalider le discours scientifique, même si il y a encore des critiques. Et donc ça, c'est important parce il avait été remis en cause dans les années 60, 90, etc. Puis là, il y a une revalidation, ce qui peut donner aussi un rôle au musée là-dedans, par rapport justement à la crédibilité. On observe une accentuation des inégalités, de la détresse, de la vulnérabilité de tous. Vous avez tous constaté ça.
On remarque que ce qu'a permis la pandémie, c'est d'opérationnaliser la théorie des petits pas à l'échelle mondiale. On s'est rendu compte que les gestes individuels peuvent désormais sauver le collectif avec la vaccination et que l'individualisme, au contraire, peut nuire au collectif. Donc, on a opérationnalisé quelque chose qui se disait depuis que le développement durable existe, en fait. Constater que changer ses habitudes permettait toujours de fonctionner, même avec plus d'autonomie et d'efficacité. Et puis ça, j'aurais référé à Dupuis, un sociologue des organisations, qui a constaté qu'en fait, avec la pandémie, l'autonomie qui a été donnée aux gens du plancher, si je peux m'exprimer ainsi, mais ceux qui sont sur le terrain avec la clientèle, est devenue très grande. Ils n'avaient plus besoin de passer par la direction, etc., pour prendre des directions, surtout que cela prenait beaucoup de temps à discuter sur quoi faire pendant que les autres agissaient. Donc, il y a une autonomie qui s'est développée dans le milieu du travail, qui j'espère va rester, mais en tout cas qui devra être négociée à partir de maintenant avec les gestionnaires. Et d'ailleurs, le rôle des gestionnaires peut être interrogé avec toute cette relation. Et c'est pour ça que quand je parle de développement durable, même la place du gestionnaire, la manière dont il doit se penser peut être transposée. Ensuite, les tests, ce qui a été fait, c'est que tous les principes de la décroissance ont été testés. On a ralenti, on a pensé localement, on a décentralisé, après on a utilisé de nouvelles technologies, etc. Et donc on a constaté que ça ne bloquait pas notre système. Il y avait pas ça fonctionnait, et même que des fois ça empêchait même de s'effondrer. Ça permettait même d'assurer notre survie. Donc les principes de la décroissance ont été testés et se sont avérés justes. Donc finalement, le DD, comme je vous l'ai dit, le développement durable se présente comme un méta-référentiel qui permet à chacun, parce que c'est important quand je parle de ne pas normaliser, de ne pas rentrer dans ce danger-là, parce que normaliser, vous pouvez enlever la compréhensibilité. Ça veut dire que vous allez mettre des normes, puis ça va devenir incohérent parce que ça ne sera pas logique. Donc c'est à chacun d'inventer le musée de demain, de trouver les solutions à ses problèmes, de répondre autrement à ses besoins. C'est ça que ça permet, tout simplement. Mais encore faut-il que tout le monde soit d'accord sur les changements à opérer. Et je conclurai là-dessus. Est-ce que les musées acteurs sont crédibles du développement durable? Moi, je dirais uniquement s'ils s'engagent dans la voie de la responsabilité, pas juste de la crédibilité, des interactions et de la reconnaissance de tous et chacun. Il doit s'ouvrir, entrer en résonance avec la complexité qui est offerte par son milieu interne et externe, parce que quoi qu'on en dise, on vit dans notre tour d'ivoire, dans notre boule fermée. C'est valable pour les musées, c'est valable pour d'autres milieux comme le milieu de l'éducation. On doit sortir de cette vision sectorielle et bureaucratique pour s'ancrer sur le territoire et acquérir de l'autonomie. Doit baser sur l'interdisciplinarité des savoirs, la mutualisation des compétences. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait énormément d'entraide. Il faut absolument que le musée, s'il s'engage dans cette voie-là, qu'il reste libre, et il doit éviter, comme je vous dis, le risque de la normalisation, doit rester un critique. Il doit critiquer encore la dimension, ce qui est en train de se passer, pour ne pas être un porteur d'une idéologie qui peut devenir aliénante. Enfin, si le développement durable est flou, c'est qu'il doit être pensé comme une destination, tout simplement, que chacun, selon ce projet culturel, pourra inventer librement et défendre dans toute légitimité. Mais pour certains, par contre, comment le retour au monde d'avant, parce que vous voyez bien que là, tout tombe et que les premières choses que les gens ont fait, c'est acheter un billet pour partir à l'étranger, est concevable. Donc finalement, comment le retour au monde d'avant, si une telle chose est concevable, va moduler les effets de ces 2 ou 3 ans de pandémie et de cette rencontre qu'on a aujourd'hui et d'autres qui sont en train de se faire. Et c'est la question que je vous pose. Merci beaucoup pour votre attention. Merci infiniment, Aude. Estelle, est-ce que nous avons quelques questions, réactions intéressantes que tu souhaiterais nous remonter? Oui, merci beaucoup Hélène, et merci aussi à Aude Porceda pour cette magnifique problématisation du sujet. Alors, vous aviez fait référence aux écomusées au début de votre intervention, et Céline Chanas, la présidente de la FEMS, Fédération des écomusées de société, est intervenue dans le chat. Je me permets un petit peu de raccourcir sa question, mais en fait, vous y avez partiellement répondu ou très complètement, mais en synthétisant finalement de votre expérience, de vos observations, si vous deviez résumer quels sont les 2 ou 3 principaux freins auxquels on doit se confronter quand on veut mettre en œuvre une telle stratégie, et comment les lever en quelques mots. Les principaux freins, la résistance au changement. Moi, je pense que le principal frein, c'est que
c'est que chacun reste dans ses positions et dans sa vision du monde, de ne pas se mettre à la place des autres. Par exemple, le musée aujourd'hui, c'est plus un lieu de conservation, c'est un lieu d'accueil des publics, c'est un acteur territorial. Et donc, je pense que c'est important que les gens se mettent en place ensemble et décident justement c'est quoi pour eux leur musée à eux. Parce que je veux pas créer d'uniformisation. Donc, le principal frein, c'est que c'est s'il n'y a pas de négociation entre tous les acteurs internes du musée. Il y a une négociation à faire et une négociation sur ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut aller vers l'éco-responsabilité ? On l'assume et on y va. Mais est-ce qu'on veut traiter tous les enjeux du développement durable ? Est-ce qu'on veut aller dans l'économie circulaire ? Est-ce qu'on veut aller dans l'inclusion ? Oui, non, mais en tout cas de l'assumer. Donc le premier frein, c'est qu'il n'y ait pas de négociation entre les différents corps de métier à l'intérieur du musée. Le principal frein aussi, c'est si la direction générale pense quelque chose et les employés pensent quelque chose, que la garde au milieu de directeurs et de coordonnateurs de tout ce que vous voulez ne joue pas le jeu de la transmission. Parce que pour plein de raisons, d'accord, qui sont tout à fait légitimes et que je ne juge pas ici, qui s'expliquent pour plein de raisons. Parce que ce que j'ai constaté, puis qu'on a constaté avec la SMQ, avec Céline Lemerlu, puis avec l'OCIM, Eva, et on s'est rendu compte que il y a toute une génération qui arrive là et qui pousse et qui sait comment mettre en œuvre le développement durable, mais il y a une vague de gestionnaires qui est perdue par rapport à ça. Donc, et que derrière, la direction générale ne peut pas mettre en place les choses parce qu'elle n'est pas informée. Donc, il y a quelque chose à débloquer à ce niveau-là dans la structuration, dans la gouvernance d'une institution muséale. Qu'est-ce qu'il y a comme autre frein ? C'est de s'arrêter juste à l'environnement, de penser que le développement durable est une question environnementale alors que c'est un enjeu de société, c'est un enjeu d'organisation, c'est une proposition qui est faite au monde muséal, mais à toutes les entreprises qui le veulent, de s'interroger finalement sur quel monde on veut montrer le monde du passé, qu'est-ce qu'on veut laisser, qu'est-ce que les autres nous ont laissé, qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on veut donner aux autres. Donc je pense que cette maxime du rapport Brundtland, elle doit guider notre action. Mais d'autres freins, c'est vous voyez, les muséums nature de Montréal, qui sont maintenant les espaces pour la vie, étaient des organismes municipaux. S'ils ont mis dans leur plan stratégique à l'époque le développement durable et que la seule personne qui faisait du développement durable dans leur organisation, c'était la direction des ressources matérielles, et puis l'éducation par l'éducation, mais ils étaient contraints par des politiques municipales de faire ça. Le musée de la civilisation de Québec était contraint comme société d'État par le gouvernement à prouver qu'il devait faire du développement durable. Donc, on a dû s'organiser pour trouver des trucs. Quand j'étais au Jardin des Plantes, on n'avait pas cette contrainte-là. Ça a été beaucoup plus complexe à mettre en place. Donc, je pense que l'arrimage entre l'État, les organismes et la société civile, elle doit être alignée. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ça va ? Merci beaucoup pour cette synthèse. Peut-être pouvons-nous rebondir sur la dernière réflexion de Aude pour écouter maintenant Bettina Lein, qui est présidente d'ICOM Autriche, et elle va nous présenter l'engagement des musées autrichiens en matière d'éco-transition. Et il y avait dans le chat une réflexion sur la nécessaire adaptation de la gouvernance. Et je crois que les musées autrichiens ont essayé de prendre à bras le corps ce sujet. Et Bettina va nous le présenter à présent. Merci Bettina. Thank you very much and thank you for the... Merci beaucoup et merci pour l'invitation et cette opportunité de vous parler de comment, en tant qu'ICOM Autriche et comment les musées en Austrie ont pu avancer sur ce sujet. Nous avons un projet sur les ODD, par exemple, ce qui fait référence à la présentation
Henri McGee au début de cette conférence ce soir. Après avoir parlé de ce projet et à la fin de ma présentation, je vais vous parler un peu du label écologique des musées qui a aussi été validé par ICOM Autriche, pardon. Alors que tout le monde réfléchit au rôle des musées suite à la pandémie, peut-être qu'on peut passer aux diapos suivantes. L'ensemble du secteur culturel et en particulier les musées et les espaces d'exposition ont été touchés par la crise du COVID-19. Bien sûr que les fermetures plusieurs mois ont soulevé des questions sur le rôle et la contribution des musées à la société. Quelle est la pertinence des musées, de leurs collections et de leurs expositions aujourd'hui? Est-il juste de subventionner les musées avec des fonds publics supplémentaires pour les sortir de la crise? Et quel sera le rôle des musées une fois la pandémie vaincue? Et qu'est-ce que les musées peuvent apporter à la compréhension de la communauté et de la solidarité d'une société? Prochaine diapo, s'il vous plaît. Le défi pour les musées, c'est de se demander sans cesse quelle est notre activité principale et comment est-ce qu'on peut communiquer les sujets et à qui. La fréquentation ne doit plus être le facteur clé du succès. Avec l'effondrement du tourisme international partout en Europe, les musées ne peuvent plus se permettre de cette recherche de toujours plus d'expositions, toujours plus de visiteurs. Nous devons changer. Nous devons absolument repenser les musées. Et la crise COVID nous a également obligés à nous concentrer davantage sur notre relation entre l'homme et la nature et sur les effets du changement climatique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Comme nous le savons tous, nous sommes convaincus que les musées sont des générateurs de valeur. Ils font un travail essentiel pour promouvoir et renforcer la compréhension de la communauté et la solidarité d'une société. Les musées ne peuvent pas ignorer le thème de la durabilité et du changement climatique, comme nous l'avons entendu de Aude. L'agenda 2030 a donné aux musées un rôle important dans la transformation sociale, économique et écologique de notre société. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'idée d'ouvrir les musées au public remonte au siècle des Lumières. Leur tâche est d'enseigner la démocratie, d'éduquer les personnes à faire valoir leurs droits humains et civils et de ne pas laisser l'art et la discussion de tous ces sujets aux élites. Alors aujourd'hui, alors que la société devient de plus en plus fragmentée et que l'idée même de la démocratie est constamment remise en question, c'est vraiment important. C'est pour cela que le rôle des musées en tant que lieu d'apprentissage est si important. Et la crise COVID, prochaine diapo s'il vous plaît, la crise COVID a révélé les fractures de nos sociétés. Prochaine diapo s'il vous plaît. La crise de COVID-19 a révélé les fractures de nos sociétés. À ICOM Autriche,
nous nous posons cette question. Comment est-ce qu'on peut rendre visible la contribution des musées à la solidarité d'une société? Comment est-ce qu'on peut rendre plus compréhensible la contribution des musées? Cette contribution des musées à la compréhension de la communauté. Prochaine diapo, s'il vous plaît. C'est dans ce cadre que ICOM Autriche a développé le projet 17 musées et 17 ODD. Comme nous l'avons entendu dans la bouche de Henri, les ODD, les objectifs de développement durable qui ont été adoptés par les Nations Unies en 2015, constituent le cadre idéal. Les 17 objectifs suivent un programme de transformation durable de notre société. Les ODD sont un appel universel à mettre fin à la pauvreté, à protéger la planète et à améliorer la vie et les perspectives de chacun partout. Prochaine diapo. Alors, voici l'Autriche. Vous voyez les 17 musées et où ils sont situés. C'était vraiment important pour nous d'avoir une diversité de musées, des musées d'art contemporain et des petits musées avec aussi des musées d'histoire naturelle, etc. Et nous voulions une distribution partout dans nos pays. Et l'objectif du projet 17 musées, 17 ODD est de promouvoir la connaissance de l'agenda 2030 et d'examiner dans quelle mesure les 17 ODD peuvent être mis en œuvre dans le travail quotidien des musées. Parce que surtout les musées d'art, par exemple, on peut se poser la question de quelle est la pertinence des ODD par rapport à notre musée. Mais c'était un projet pilote où on voulait faire le lien entre les musées invités avec l'ODD qui semblait le plus pertinent. Et puis, le musée du travail, par exemple, a reçu l'ODD 8. Mais l'idée, c'est que tous les ODD doivent être reflétés dans le travail du musée. Et nous avons donc décidé finalement de recourir à une loterie. Donc, ce projet 17 x 17 vise à sensibiliser, à transférer des connaissances, à communiquer le contexte, à poser des questions critiques et à réfléchir. Mais aborder les ODD, c'est aussi créer des impulsions. Il s'agit d'être un modèle et d'encourager les autres à suivre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Les mesures et les activités qui ont été définies et développées dans le cadre du projet 17 x 17 vont d'un repère café, un café de réparation, à une journée de la biodiversité. Il y avait une campagne de collecte de déchets, il y avait une station de recharge pour les voitures électriques, il y avait des interventions dans des expositions permanentes, il y avait des installations temporaires, des visites guidées, des discours et des ateliers. Et les activités étaient
accompagné de blogs thématiques ou d'un podcast, par exemple, sur la paix. Il y avait des brochures sur l'eau et la pollution de l'eau, des dépliants sur l'écologisation des logements urbains et beaucoup d'autres activités de communication comme des visites guidées. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Sur une période de 17 semaines, fin août au mois de décembre, chaque semaine, on a mis un musée et un ODD à la lumière. Et cela permet de communiquer sur le projet dans les musées. Les musées, on peut parler de leur projet. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Comme nous le savons tous et comme Aude l'a dit, malheureusement, ce qui a été révélé par ce projet, c'était les questions autour de ce que les musées peuvent faire pour le développement durable et qu'il y a un mauvais équilibre climatique et une forte empreinte du CO2. Nous savons bien sûr que les grands musées et les grands espaces d'exposition et leurs services ont une empreinte écologique très faible, c'est-à-dire très mauvaise. Et les musées, en réalité, font partie du problème. Et l'impact sur les institutions par rapport à ce qui est mis en place pour la protection du climat est remarqué par les visiteurs. Alors, si le directeur du musée ne le sait pas, les visiteurs sont bien au courant de ce que font les musées pour le climat. Afin d'améliorer le bilan climatique, il est nécessaire de viser la transformation écologique en sous-processus et champ d'action. En d'autres termes, de s'approcher de la neutralité climatique étape par étape. L'obtention de l'écolabel autrichien, par exemple, dans le musée où je travaille aujourd'hui, c'est un premier pas, ce label, et c'est aussi une contribution au thème de la durabilité et des activités culturelles économes en ressources. Pour les musées, c'est également une question de crédibilité. Les musées peuvent jouer un rôle pionnier dans la transformation de notre société. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, nous avons 3 champs d'action, comme nous l'avons déjà dit. D'une part, nous avons ces expositions et ces concepts par rapport à l'environnement. Nous avons l'économie de ressources et bien sûr une infrastructure qui est moins consommatrice d'énergie. Et nous savons également qu'avec l'infrastructure technique, le climat, le froid, l'humidité, c'est important de gérer ces choses pour la préservation des œuvres. Il y a également des
soucis avec la lumière et il est important de changer vers des lumières LED. Il faut suivre ce qui a été mis en place, les règles qui ont été mises en place pour la lumière et pour l'humidité, etc. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, nous avons une certification pour les entreprises et les institutions, l'écolabel autrichien. Et il y a quelques années, nous avons lancé une initiative pour écrire des directives pour des musées et des espaces d'exposition afin de présenter des objectifs et des principes qui permettraient aux visiteurs de comprendre, qui permettrait de sensibiliser les visiteurs. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est une certification de l'État. Ce n'est pas géré par les musées. Le processus est géré par des experts du domaine de l'écologie. Bien sûr, nous avons des experts muséals dans les musées déjà. La prochaine diapo, s'il vous plaît. C'est la dernière diapo. J'ai présenté ici les critères. On a mis en place des critères généraux et puis aussi des critères spécifiques au musée. Et comme Aude l'a déjà dit, il est vraiment très important que ça puisse être impulsé par le directeur du musée avant d'aller dans tous les services du musée. C'est un processus qui peut durer peut-être 6 mois pour un musée moyen, mais pour un grand musée peut-être plus longtemps. C'est vraiment un travail d'équipe. On regarde tous les différents services, la direction, la communication. On va regarder dans les bureaux le type de papier qu'on utilise. Est-ce qu'on utilise un papier labellisé? C'est bien sûr des questions autour du bâtiment, de l'infrastructure. Bien sûr, l'entretien et nettoyage, quels sont les produits d'entretien qu'on utilise. Une question d'énergie, bien sûr, la consommation d'énergie, les questions autour de l'eau et l'utilisation de l'eau. Et puis, à l'extérieur, comment est-ce qu'on gère les espaces verts, les parcs autour des musées. Et puis, nous avons créé des critères spécifiques au musée, la conservation, la restauration. Mais finalement, c'était moins difficile parce que les services de conservation sont très conscients de ces questions de l'environnement et du développement durable. Et puis, bien sûr, les questions autour du transport et du stockage. Il faut qu'on prenne avec nous les entreprises de transport et de stockage. Et puis, enfin, il y a le restaurant du musée qu'il faut évaluer et impliquer dans cette approche de développement durable dans le travail des musées. Donc, merci beaucoup et j'ai hâte d'écouter vos questions. Merci beaucoup. Thank you, Bettina. Thank you very much. Et on voit bien l'importance de l'équilibre entre les initiatives concrètes que l'on peut avoir et la vision générale de la gouvernance telle que Bettina nous l'a décrite. Estelle, je te propose que nous avancions un petit peu dans la soirée. Je vois que
dans la discussion, les contributions de nos intervenants suscitent beaucoup de réactions, top-down, bottom-up, bien sûr, Juliette. On y reviendra, je pense, dans les contributions prochaines. Estelle? Oui, tout à fait. On pourra rassembler les questions aussi un peu plus tard dans la soirée. Faisons comme ça.